On l'a vu tout à l'heure avec cette belle image, il a monté les marches, il a notre palme, évidemment notre professeur, allons le suivre jusqu'à Varangeville. C'est bien ça mon Jean-Seb? Oui, absolument. Voilà, je les ai montés, les marches. Je suis au pied, vraiment, je suis à l'intérieur de la falaise. C'est un véritable bonheur d'être ici. Je suis au-dessus d'un bunker, évidemment, parce qu'on est encore sur le mur de l'Atlantique avec les restes. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous emmener voir dans cette dernière séquence en pays cauchois, un village qui s'étire le long de la route et de la valeuse de Vasterival. C'est sans doute l'endroit de la côte d'Albâtre qui recèle le plus de petites merveilles. C'est pas étonnant du coup que les artistes soient venus en nombre dans ce village de Varangeville-sur-Mer. Saint-John-Perse, Proust, qui a consenti à quitter Cabourg quelque temps, Cocteau, Gide, Ravel, Debussy, Corot, Monet, Renoir, Picasso, Turner, Miro et Braque, qui lui-même est enterré au cimetière marin. Ça mérite une belle visite. Ancré au bord des falaises blanches de la côte d'Albâtre, le village de Varangeville-sur-Mer se découvre comme une peinture sans limite de cadre. Des jeux de lumière, des jeux de couleurs infinis qui, depuis plus d'un siècle, ont inspiré les artistes du monde entier. Claude Monet, notamment, a peint ici près de 150 toiles dans ses décors naturels. Varangeville-sur-Mer, c'est un temple mondial de l'impressionnisme, mais pas seulement. C'est aussi un village à part où les habitants cultivent et façonnent avec élégance leur jardin. Le plus anglais de tous est implanté là, depuis 1898, autour d'une maison unique en France. Drapé par la végétation, le bois des Moutiers a été créé par le collectionneur d'art Guillaume Mallet, avec l'aide d'un paysagiste et d'un architecte anglais. Plus d'un siècle plus tard, c'est Antoine, l'arrière-petit-fils du propriétaire, qui fait visiter ses chambres de verdure aux amoureux de la nature. Ce sont des lieux d'expérimentation, ce sont des lieux où on va essayer de pousser à l'extrême la notion d'harmonie pour que l'on se sente bien. Une harmonie entre l'architecture et le jardin qui passe ici par un dialogue entre les couleurs, les formes et les lumières. En fait, le jardin se conçoit comme le prolongement de la maison, une nouvelle pièce à ciel ouvert pour les visiteurs. On n'a pas de mots pour décrire des choses comme ça, de toute façon. Même des adjectifs, ça ne suffit pas. Donc, c'est la magie de la nature. Une magie des compositions florales qui se transmet dans la famille Mallet au fil des générations. Alors, quand ce n'est pas Antoine qui partage sa passion aux visiteurs, c'est Claire, sa mère, qui se charge de les accueillir. Ce matin-là, le groupe arrive directement de Suède. C'est notre bonheur parce que comment est-ce qu'on pourrait supporter tant de beauté si on ne les partageait pas? Dans leur inventaire de plantes se côtoient plus d'une centaine d'espèces, dont quelques-unes qui datent de la création du parc il y a plus d'un siècle. Toujours le principe d'avoir un parc le plus sauvage possible et avec des touches de couleurs à l'intérieur qui rappellent des biotopes d'un certain nombre de pays. Et là, on est dans une partie qui est très anglaise, avec ces camélias anglais. Pour découvrir une des plus belles vues du domaine, il faut suivre Antoine au pied de la maison. D'ici, quelque peu noyée dans la brume, la mer se laisse apercevoir au milieu des arbres. On a vraiment en face de nous en fait, un tableau vivant. Et ce qui est très très beau et très émouvant aujourd'hui, là, c'est de voir tous ces jeunes feuillages qui sont en train de sortir. Le tableau est en train de changer, est en train de se colorer. Une œuvre où l'art rejoint la nature. Une subtile rencontre qui se poursuit à l'intérieur. C'est là, dans ce salon de musique, que son arrière-grand-père recevait les plus grands artistes de l'époque. Des peintres, des philosophes, des musiciens, Miro, Kandinsky, Picasso ou encore Jean Cocteau. Un carnet d'adresses qui ferait pâlir d'envie n'importe quel amateur d'art. C'est inspirant à partir du moment où vous créez de la beauté, vous créez de l'harmonie, le tout dans un lieu extrêmement calme, vous créez de la quiétude. Les gens se retrouvent avec un dénominateur commun qui est la paix. Découvrir Varangeville-sur-Mer pour sa beauté et s'y installer pour sa douceur de vivre. Quelques années plus tôt, un certain Georges Braque s'est lui aussi installé ici. Le maître du cubisme est tombé sous le charme du village et il a laissé un trésor exceptionnel à l'intérieur de l'église.
un vitrail abstrait, presque trop avant-gardiste pour l'époque. Ils ont préparé le vitraux au début des années 50 et c'était refusé parce qu'on ne mettait pas de vitraux modernes dans une église ancienne. C'est finalement André Malraux, ministre de la Culture de l'époque, qui répare cette erreur et permet en 1962 l'installation de ce vitrail à côté du chœur de l'église. À peine un an plus tard, Braque s'éteint à Varengeville-sur-Mer et au cimetière marin, cet oiseau de mosaïque veille sur sa tombe. Il aimait beaucoup se promener dans le village. Les gens le laissaient tranquille. Lui, c'était quelqu'un d'assez solitaire. Et donc, il a voulu se faire enterrer ici. Et chaque année, près de 60 000 visiteurs viennent découvrir cette union entre le peintre et son village d'adoption. Perché sur la falaise, le cimetière marin surplombe la Manche à 80 mètres de hauteur. Un panorama saisissant qui rapproche un peu Alison de son pays natal. Bon, je pense que l'Angleterre n'est pas très loin non plus. Quand je suis là, je dis c'est là-bas. Comme Braque et d'autres artistes, Alison a elle aussi trouvé au pied des falaises son havre de paix. Elle se rappelle encore de ses tout premiers pas à Varengeville. C'était en 1977. C'était les fleurs sauvages. On est arrivé le premier printemps. Je me rappelle toutes les fleurs sauvages le long des talus. Puis les gens très accueillants. Les Normands, moi j'ai toujours trouvé très très gentils. Donc j'ai jamais regretté d'être venue. Et à voir cette lumière qui résonne avec la nature, cet espace de contemplation infinie, on imagine aisément que cette source d'inspiration qu'est Varengeville-sur-Mer a encore beaucoup à offrir. Alors on parle de Georges Braque qui est enterré au cimetière marin de Varengeville. Ce cimetière, il n'est marin que par son nom, parce que à cause des falaises, il a toujours été impossible d'installer un port à Varengeville, donc il n'y avait que peu, voire pas de pêcheurs. Et en fait, on a installé un cimetière marin parce qu'il regarde la mer. Mais il y a un autre endroit que je voudrais vous faire découvrir à Varengeville, c'est le manoir d'Angot. C'est l'ancien palais d'un armateur du XVIe siècle qui a été inscrit au monument historique par Prosper Mérimée, très exactement en même temps que Notre-Dame de Paris et le Louvre, sur la première liste des monuments qui ont été protégés au titre des monuments historiques. Mais alors, la question, c'est de savoir qui était Angot, qui était ce géant Angot qui a donné son nom à ce manoir. C'était un armateur, ami de François Ier. Et imaginez, on est en 1522. Cortés a volé le fabuleux trésor de Montezuma, dernier empereur des Aztèques. Il a affrété 3 caravelles pour rapporter tout l'or à Charles Quint, son seigneur. Et oui, forcément, Angot, lui, il a affrété des bateaux, il a fait main basse sur ce trésor qu'il a apporté à son roi François Ier. Et dans le chargement, dans ce trésor, on a découvert que Cortés avait repéré la Martinique, la Guadeloupe, que toutes les Antilles avaient été cartographiées. C'est de là qu'est partie la conquête de la Martinique et de la Guadeloupe par le Royaume de France. Et la fortune de Jehan Angot est devenue considérable après ce moment. Alors là, professeur, quelle leçon! C'est une histoire de corsaire, donc ça doit te plaire, Laurent. Ah, écoute, ça me plaît. Non, c'est magnifique. Quelle belle explication. Regardez où il est. Vous avez vu où il est perché là-bas? Et tu vas descendre de ta poutre, si tu veux bien, et venir nous retrouver. On dirait un goéland. Tu fais du cheval? Fais gaffe, on va envoyer des cris d'épervier. C'est magnifique le point de vue où tu es là, mon Jean-Seb. Hein. C'est absolument sublime. Je vais vraiment finir par voir cette mer laiteuse avec ce calcaire qui se dissout, qui donne des couleurs absolument incroyables de la falaise qui est juste derrière moi là. Et on voit bien les traces de calcaire et de silex qui sont derrière, qui donnent ces galets roulés, qui donnent cette beauté couleur à la mer côte. aussi. Hein. Exactement. Bravo. Et on a bien mangé ici. Hein. On voit qu'on est... Oh, ça va. Oh quoi, je plaisante. Allez, viens vite nous retrouver. Tu sais, et franchement, il était remarquable. Hein. Notre Jean-Seb a une explication étonnante. Transporté dans un autre monde. Voilà. C'est ça, Midi en France. Voilà, on apprend, on vous donne de l'histoire. Vous comprenez pourquoi. Là, il a fait une très très belle leçon, le professeur.